Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, diffusé en direct mardi 7 novembre 2017 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, bienvenue au 14e Libre Journal des Européens. Alors ce soir, le Libre Journal des Européens reçoit, par le biais d'un entretien téléphonique, Robert Stöckers, qui est une figure éminente du courant métapolitique européen en Belgique, pour évoquer avec lui l'avenir du nationalisme européen, les impasses du souverainisme, la nécessité d'une géopolitique réellement européenne et la situation de la Catalogne, soutenue par beaucoup de nationalistes flamands, que connaît bien Robert Stöckers, dans son bras de fer contre l'Espagne. Comme à chaque émission, nous allons commencer par la chronique de Georges Fetten-Tracol consacrée à une des figures du combat européen et par une petite information utile pour nos auditeurs et auditrices. En effet, la fondation Polémia, qui est animée par Jean-Yves Le Gallou, organise ce 18 novembre, de 10h à 18h, le 3e forum de la dissidence, qui est consacré à la nécessité de refonder la droite sur des principes essentiels et dans ce cadre, va recevoir de nombreux invités. Alors, il s'agit donc d'un séminaire, colloque ou forum, comme on peut voir, qui s'appelle Face à Macron, une bonne droite. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent. Il y a Charles Becbédé, Martial Bill de TV Liberté, François Bousquet, Pierre Cassin de Riposte Laïque, Philippe Christel, qui faisait une petite chronique sur Radio Courtoisie il y a quelques années, Bruno Maigret, Julien Rochedy, Jean-Yves Le Gallou, évidemment, bien entendu, et bien d'autres. Ça se passe au New Cap Center, à Paris 15e, de 10h à 18h, donc le samedi 18 novembre 2017. Pour s'inscrire, apparemment, il faut utiliser un système qui s'appelle www.wezevent.com, 3e forum de la dissidence Polémia. Donc, de toute façon, sur le site de polémia.com, vous pouvez accéder à toutes ces informations. Voilà, donc on va donner la parole à Georges Fetten-Tracol. Bonjour Georges. Bonjour cher Thomas, bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir. Ernst Jünger aura presque traversé 3 siècles. Né en 1895, il décède en 1998, à quelques années seulement de ce 21e siècle qu'il pressentait titanesque. En 103 ans d'existence, cet Allemand francophone et francophile qui se convertit au catholicisme au soir de sa vie, vécut plusieurs existences. Ce jeune cœur aventureux rejoint d'abord en 1911 le mouvement Wandervögel, oiseau migrateur, un vaste mouvement de jeunes épris de randonnée et de nature. Avant d'être envoyé en Allemagne à la fin de l'année 1913, il fut pendant 2 mois membre de la Légion étrangère. Engagé volontaire dès le déclenchement de la Grande Guerre et bientôt 6 fois blessé, Jünger découvre le déchaînement de la technique et est fait chevalier de l'Ordre pour le mérite, la plus haute décoration militaire allemande, dont il deviendra le chancelier en 1975. Rédacteur national révolutionnaire de la Révolution conservatrice, proche de certains cercles nationaux bolcheviques, Jünger théorise la figure du travailleur en 1932 et se lie avec Carl Schmitt et Martin Heidegger. Réticent envers l'hitlérisme, qu'il critique implicitement dans son roman allégorique sur les falaises de marbre, 1939, Jünger est mobilisé et séjourne pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, excepté un trimestre passé au Caucase. Inquiété par la Gestapo, le célèbre écrivain ancien combattant bénéficie cependant de la bienveillance de certains dirigeants nationaux-socialistes. Le Troisième Reich vaincu, les Alliés lui interdisent pendant 3 ans toute parution parce qu'il refuse de remplir l'inquisitorial questionnaire de dénazification. En retrait des événements, Ernst Jünger poursuit sa réflexion sur le pouvoir, élabore successivement les figures du rebelle, puis de l'anarque, fait des expériences avec certaines drogues et s'adonne à sa passion, l'entomologie. Peu à peu, il retrouve la notoriété et reçoit prix, médailles, honneurs et consécrations. Ernst Jünger appartient incontestablement à ces lettrés allemands qui s'enracinent dans l'âme germanique afin de mieux la dépasser et ainsi accéder au psyché européen. C'est ce qu'avait compris Dominique Wenner dans son Ernst Jünger, un autre destin européen. Wenner oublie néanmoins d'évoquer la sortie en 1962 de l'État universel, dans lequel Jünger ne cache pas ses intentions mondialistes. Un mouvement d'importance mondiale, y écrit-il, est de toute évidence en quête d'un centre.
Il s'efforce d'évoluer des États mondiaux à l'État universel, à l'ordonnance terrestre ou globale. Pour Junger, la saturation maximale de la technique et l'assomption du travailleur aboutissent à l'État universel. Pourtant, l'intrigue du roman de 1977, Heumersville, se déroule dans une ère post-historique survenue après l'effondrement de l'État universel et la renaissance des cités-États. Ernst Junger se moque bien de la forme institutionnelle de l'Europe. Dans Le Contemplateur solitaire, 1975, il avoue aimer les paysages méditerranéens de l'Italie, de l'Espagne et de la Provence. L'ouvrage le plus européiste d'Ernst Junger reste toutefois La paix, ébauché en 1942, et intellectuellement proche des futurs conjurés du 20 juillet 1944. Cet essai prône le rassemblement des peuples européens. Voici ou jamais, venue l'heure de la réunion, celle où l'Europe, se fondant sur le mariage de ses peuples, est en demeure de se donner sa grandeur et sa constitution, écrit-il. Il juge que, je cite encore, le courant tout-puissant du devenir, le règne de l'esprit du monde, tend vers la stabilité. Nous avons le droit d'espérer que la paix qui terminera ces discordes sera d'une durée et d'une fécondité plus grande que la précédente. Car l'évolution tendait alors à la formation de démocraties nationales, donc à la destruction de ce qui restait encore de structures unitaires en Europe. Cette fois, la constitution des empires pousse à la synthèse, un regroupement général. Les vues de l'Européen Ernst Junger gardent une grande actualité, en pleine crise catalane, et après les référendums victorieux sur l'autonomie accrue en Lombardie et en Vénétie. L'Europe, écrit-il toujours, peut devenir une patrie sans détruire pour autant les pays et les terres natales. Dans la nouvelle demeure, on aura plus de liberté encore pour être breton, guelfe, wende, basque, crétois ou sicilien. Pour Junger, il faut que l'Europe devienne la partenaire des grands empires qui se créent sur la planète et tendent à leur forme définitive. Il faut qu'elle participe à la liberté supérieure qui, ailleurs, écrit-il toujours, est déjà conquise sur l'espace et sur l'insuffisance de l'héritage. Mais en vérité, la déclaration d'indépendance de l'Europe est un acte plus spirituel encore. Elle suppose que ce continent s'affranchisse de ses conceptions pétrifiées, de ses haines invétérées, faisant de la victoire un bienfait pour tous. Ernst Junger estimait qu'en fondant la nouvelle Europe, écrivait-il, il s'agit de donner à un espace divisé par l'évolution historique son unité géopolitique. Incarnation héroïque du noble esprit européen, Ernst Junger est bien un très grand Allemand d'Europe. Au revoir et dans 4 semaines. Alors Georges, qu'est-ce que vous pensez nous proposer pour le mois prochain comme figure ? Eh bien, ça sera une grande figure du non-conformisme des années 30 qui s'appelle Denis de Rougemont. Très bien. Petite remarque d'ailleurs à propos du Junger, il y avait une revue Antaios, il me semble, qui avait été initiée par les frères Junger. Antaios fut une revue dirigée par Ernst Junger et Mircea Eliade dans les années 1950-1960 et le titre fut ensuite repris à la fin des années 1990 par le très bon romancier compatriote de votre invité par téléphone Robert Stockers qui est Christopher Gérard. Merci pour tout cela, donc au mois prochain. Très bien, bonne soirée, bonne émission et mes saluts à Robert Stockers. Au revoir. Bonsoir. Alors, le temps de la transition technique, je vous rappelle que vous êtes sur le Libre Journal des Européens sur Radio Courtoisie, présenté par Thomas Ferrier, et vous pouvez poser des questions également par Twitter, puisque je suis sur Twitter, @thferrier, F2RIER. Robert, est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. Voilà. Oui, parce que la Belgique a les mêmes heures à peu près que la France, normalement. Normalement, oui, c'est toujours l'heure de Berlin, bien sûr. Voilà, il faut toujours être à l'heure de Berlin. Alors, Robert, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation téléphonique pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, évidemment, qui est la question européenne. Alors, j'ai fait une toute petite introduction, mais vous n'étiez pas encore contacté téléphoniquement sur les thèmes que nous allions aborder aujourd'hui, à savoir l'avenir du nationalisme européen et les impasses qu'on peut trouver au souverainisme, la nécessité d'une géopolitique réellement européenne, et également la question de la Catalogne, parce qu'on en parlait entre nous. Donc, vous avez une position particulière sur la Catalogne par rapport notamment aux nationalistes flamands que vous connaissez bien. Et quelle est un peu votre position par rapport à la question de cette indépendance catalane ?
L'indépendance catalane, nous en avons parlé longuement. Pour commencer, vous savez très bien que j'adore faire des généalogies historiques assez profondes. On me disait un jour que je parlais de l'Empire romain en remontant au Paléolithique supérieur. Je ne remonterai pas jusque-là, mais enfin, je donnerai une date, 1150. En 1150, le comte de Catalogne, enfin des comtés catalans, celui qui avait réussi à réunir autour de lui tous les comtés catalans, qui s'appelait Raymond, épouse Pétronie d'Aragon et forge le royaume d'Aragon, qui lui a une réalité historique, qui a eu une réalité historique d'une très grande importance, et la Catalogne n'est finalement qu'un morceau de ce royaume d'Aragon. Bon. Plus tard, il y a la grande alliance entre l'Aragon et la Castille par le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, qui lui survivra et qui sera le grand-père de Charles Quint. Ce sera le grand-père de Charles Quint qui va former son petit-fils à devenir le roi d'Espagne sous le nom de Carlos I, donc de Charles Ier. Et ce royaume d'Aragon va avoir une tâche géopolitique de première importance pour la survie de la civilisation européenne, de la culture européenne à l'époque médiévale, dans la mesure où ce royaume d'Aragon va maîtriser pour la première fois le bassin occidental de la Méditerranée, conquérir les Baléares, sécuriser la Sardaigne et la Sicile, puis le royaume, ce qu'on appellera plus tard le royaume des deux Siciles, l'Italie du Sud, et cela va constituer évidemment un barrage de la première importance contre toutes les entreprises des barbaresques, qui, vous le savez, pillaient toutes les côtes européennes, amenaient des esclaves, organisaient des raids en permanence, et c'est le royaume d'Aragon qui va, dans une large mesure, soulager les populations européennes du bassin occidental de la Méditerranée de cette catastrophe permanente. Ensuite, ce n'est pas tout. Dès que le sud de l'Italie est maîtrisé et rattaché à la couronne d'Aragon, bien l'Aragon débouche en fait dans le bassin oriental de la Méditerranée, par l'Adriatique, par la Sicile, et va débarquer en Grèce pour venir en aide aux Byzantins, et grâce à un recrutement militaire dans les campagnes et dans les montagnes de l'Aragon, des troupes de lansquenets qu'on a appelé les almogavares, ce qui signifiait en arabe ceux qui cassent tout. Bon, donc ils vont se mettre au service des Byzantins, ils vont même débarquer en Anatolie, ils seront trahis par les Grecs, et ne pourront pas faire un sort à l'Empire ottoman naissant. Donc nous avons là une aventure militaire. S'il y avait un cinéma européen de la même ampleur que Hollywood aux États-Unis ou Bollywood en Inde, eh bien ce serait un thème qui serait exploité très largement, les aventures de ces soldats montagnards d'Aragon. Donc il me paraît très important de souligner cela, parce que ça prouve aussi que cette aventure militaire très connue en Espagne, les journaux en parlent, on a des brochures, on a des livres sur la question, mais c'est totalement inconnu en dehors de l'Espagne. Quand j'en ai parlé l'autre jour en Allemagne, les gens étaient étonnés. Tiens, il existait un système pareil à celui des lansquenets en Espagne du Nord, et qui ont accompli de grandes choses, de grandes aventures historiques et géopolitiques, et tout le monde ignore cela. Donc, nous avons là un fragment, et que se passe-t-il? Bon, je vais repasser dans le temps. Il s'est constitué depuis très longtemps un mouvement catalaniste. Ça ne date pas d'hier. Il a ses raisons d'être, mais généralement, il ne faut pas oublier que, au départ,
le catalanisme est sous un signe totalement contraire à celui d'aujourd'hui. Il est sous une idéologie qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui. Donc au départ, il y a un catalanisme pendant la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle. Ce catalanisme est conservateur et il va soutenir les Habsbourg d'Autriche contre le roi Bourbon, Philippe V, qui est le petit-fils de Louis XIV et qui finira par accéder au trône. Mais les Catalans vont développer un légitimisme qui fera d'eux au XIXe siècle, avec les Navarrais d'ailleurs, le fer de lance de la contre-révolution dans la péninsule ibérique. Alors, nous avons évidemment une Espagne qui, au XIXe siècle, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. D'abord parce que les États-Unis et certains mouvements politiques se réclamant de l'idéologie des Lumières en Amérique latine, dans la population créole et espagnole, vont se révolter contre la mère patrie et donner l'indépendance à tous les États d'Amérique latine, ce qui réduira évidemment les moyens financiers de l'Espagne qui, elle, était déjà ruinée par l'occupation napoléonienne. Bon, donc là, les Catalans vont se retrouver dans le camp ultra-conservateur et la tragédie espagnole va s'achever en 1898 quand elle perdra, bien entendu, les deux dernières possessions d'outre-mer que sont Cuba dans les Caraïbes et les Philippines dans le Pacifique. Donc là, l'Empire sera totalement détruit et l'Espagne sera réduite à la mère patrie. Donc, à partir de 1898, se crée un mouvement, le mouvement dit de 98, dont les protagonistes seront toute une série d'intellectuels conservateurs, dont Ortega y Gasset, qui fut un libéral conservateur. Et Ortega y Gasset est connu, bien entendu, il est très connu pour son livre sur la révolte des masses, mais son deuxième livre le plus important s'appelle España Invertebrada. Donc l'Espagne invertébrée, elle est devenue invertébrée et il a exactement prévu ce qui allait se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le terme nationalisme en Espagne est l'équivalent de ce que nous appellerions en français le séparatisme un séparatisme vernaculaire. C'est-à-dire qu'on renonce à la notion d'empire. Donc l'espagnol traditionnel va se dire impérial. Il va se dire impérial, il est le peuple, qu'il soit castillan, qu'il soit catalan, qu'il soit galicien, qu'il soit franc-comtois, qu'il soit flamand ou qu'il soit un Irlandais catholique qui s'est mis au service de la monarchie espagnole. Donc il est impérial et le nationalisme c'est celui qui renonce à la mission impériale. Ça c'est quelque chose qu'il faut quand même bien garder en tête. Le terme nationalisme est là péjoratif, il n'est pas valorisé positivement comme il peut l'être en France ou en Allemagne. Ça c'est une chose. Oui, c'est effectivement c'est très important, c'est-à-dire que le nationalisme en Espagne, c'est un message de division politique. C'est ça, voilà. Et alors, ça fait s'écrouler, ça fait perdre à ce pays qui se dit impérial, qui se dit héritier de toutes les traditions impériales, c'est-à-dire celle de l'Aragon en Méditerranée, celle de la Castille et de la Reconquista de l'Andalousie et la conquête des Présidios sur les côtes nord-africaines. Il en reste 2, mais il y en a eu beaucoup plus. Et ensuite, c'est aussi l'héritier, il sera par Charles Quint, de toute la tradition bourguignonne, notamment l'optique lotharingienne de Charles dit le Téméraire en France et que nos instituteurs nous interdisaient d'appeler le Téméraire, il fallait dire Charles le Hardi.
et de la tradition des Habsbourg, puisqu'elle culmine dans la grande alliance, d'abord entre Marie de Bourgogne et Maximilien de Habsbourg, puis le fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg épouse la fille d'Isabelle et de Ferdinand d'Aragon. Donc il y a une histoire et le catalanisme qui est ultra hispaniste jusque au début du XXe siècle. Il faut savoir que les Catalans s'engagent en masse dans les guerres contre le Maroc au XIXe siècle. Ils vont s'engager en masse, donc les Barcelonais vont s'engager en masse dans les armées espagnoles pour lutter contre les États-Unis à Cuba et dans les Philippines. Et alors il y a dès la disparition des deux dernières colonies, il y a un basculement à partir de la première décennie du XXe siècle, et là le carlisme des Catalans va se muer en anarchisme. Et nous avons ensuite la proclamation en 1924, puis en 1934 et dans le sillage de la guerre civile en 1936, nous avons la proclamation de république catalane qui sont sous un signe je ne dirais même pas de la gauche, mais d'un anarchisme pré-festiviste quelque part, et extrêmement violent, qui va non pas se percuter aujourd'hui, encore que, mais qui va surtout se manifester au début de la guerre civile, où Luis Companys, qui est le président de la Generalidad de Catalogne, n'a pas de troupes sur le terrain, et pour avoir des troupes sur le terrain, il est obligé d'accorder un blanc-seing aux pires anarchistes. Et c'est là qu'on voit ces images où on est allé déterrer les cadavres dans les églises, qu'on les a exposés à la risée du public, qu'on a tiré dessus à la carabine, ou qu'on a commis des éjections sur les restes de ces prêtres, de ces aristocrates ou de ces gens qui étaient enterrés dans les églises. Donc on a des excès qui sont du plus parfait mauvais goût, et ça va être l'anarchie aussi dans la façon de gérer le conflit. Donc Orwell, qui est volontaire dans une unité anarchiste ou une unité du POUM, enfin qui n'est pas dans une unité communiste, va dans sa naïveté, parce que Orwell est certainement un grand analyste et un grand écrivain que nous devons lire et relire, mais il a été un grand naïf jusqu'à la guerre d'Espagne, il a été immensément naïf. Il a cru que le peuple armé, spontané, comme le voulaient les anarchistes, était la solution à tous les problèmes, du capitalisme manchestérien qu'il avait connu en Angleterre, et des fascismes qu'il jugeait trop sévères ou trop violents, et il croyait que ça allait être une solution. Bon, il a dû déchanter, et les communistes, eux, voyant que ces troupes anarchistes se comportaient très mal au front, ont assuré une répression féroce auquel il a échappé de justesse lui-même en filant vers la France ventre à terre. Et cette guerre civile dans la guerre civile, comme le dit Pío Moa, l'historien espagnol qui chacun de ses livres est un best-seller dans la péninsule ibérique. Donc Pío Moa et Arnaud Imaz, dans les colonnes de la Nouvelle Revue d'Histoire, le soulignent. Il y a eu une guerre civile dans la guerre civile qui a permis évidemment à Franco de faire crouler très rapidement le front catalan et de couper la masse territoriale aux mains des républicains en deux morceaux, un du nord, dans le nord de la Catalogne, et un au sud, à Alicante et à Valence. Donc là, il y a eu une guerre civile dans la guerre civile. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? Le mouvement catalaniste, contrairement à la Flandre a toujours eu des options beaucoup plus conservatrices dans sa volonté de se dégager de l'État belge, et elle était une alternative, enfin ce mouvement flamand était une alternative aux excès du socialisme dans le sud du pays. Il y avait là une sorte d'équilibre. Ce n'est pas le cas en Catalogne. En Catalogne, au contraire,
tous les travers de l'idéologie ultra-gauchiste, toute 68 Ardes, tous les travers de ce que Muret appelait le festivisme, sont des ingrédients de ce nouveau catalanisme qui n'a plus rien à voir avec ses sources qui, elles, étaient au contraire très traditionnalistes. Oui. Donc, qu'a-t-on vu? Ben, il y a ce scandale qui explique que la presse allemande, la presse, disons, non conformiste, je ne dirais pas celle qui a accroché son wagon à la locomotive Merkel, mais toute la presse non conformiste en Allemagne se range comme un seul homme derrière Rajoy. Non pas parce qu'il est l'allié au sein du Parlement européen de Madame Merkel, mais parce que ils ne veulent certainement pas que l'idéologie qu'ils combattent en Allemagne submerge la Catalogne aujourd'hui. Alors l'exemple était, il y a une dame qui a été élue adjointe à la maire de Barcelone pour la culture, qui fait pipi dans la rue et qui se fait photographier en levant son verre. Elle a une agence qui produit ce type de photographie. Le problème, c'est qu'en Allemagne, elle l'a fait devant la porte de Brandebourg. Bon, alors, c'est mon opinion, c'est ce que je dis à mes compatriotes. Est-ce que c'est cette politique culturelle-là que vous voulez? Est-ce que vous avez le personnel pour la pratiquer, etc. Il y en a même quelques-uns qui se posent des questions. D'accord, parce qu'effectivement, le gros souci qu'on a dans ce, entre guillemets, nationalisme catalan, parce qu'il vraiment, il faut utiliser, à mon avis, des guillemets par rapport à ça, c'est qu'on a un mouvement effectivement extrêmement gauchiste, qui n'est pas majoritaire en Catalogne, mais qui est très actif, très puissant, métapolitiquement parlant sur le terrain, mais qui est effectivement une idéologie extrêmement différente des autres formes de nationalisme ou de régionalisme qui peuvent exister. Alors c'est vrai qu'il y a des nationalismes de gauche, comme le Sinn Féin. Le Sinn Féin, par exemple, en Irlande du Nord, est assez gauchiste aussi. Oui, d'accord. Mais bon, là, je voulais encore ajouter, il y a un livre qui est quand même très important, qui est paru en Espagne l'année dernière, et qui est celui, attendez que je vous donne le titre exact, là, je ne l'ai plus sous la main, mais tant pis, je le retrouverai bien. Donc, c'est l'Espagne de Allah, la España de Allah. C'est sur le fondamentalisme musulman, le djihadisme en quelque sorte, qui n'est implanté quasiment nulle part en Espagne et certainement pas au nord-ouest où il n'y a jamais eu le moindre problème. Évidemment, il n'y a quasi personne, mais tout est concentré à Barcelone. Oui. Tout est concentré à Barcelone. Il y a 825 000 ressortissants de pays musulmans qui sont en Catalogne et auxquels on a promis la nationalité catalane en cas d'indépendance réelle. Oui, effectivement, c'est ce qui est absolument dramatique. Je pose la question à mes propres compatriotes. Où est la contradiction? Vous qui voulez limiter l'immigration en provenance de ces pays-là au minimum, vous allez appuyer un mouvement qui va introduire en Europe quasiment 1 million de ressortissants supplémentaires. Donc là, il y a une contradiction qui me laisse pantois. Oui, parce que on est complètement confronté à, effectivement. Alors, moi, ce que j'ai un terme pour utiliser le discours que j'entends des nationalistes catalans ou des indépendantistes catalans, et ça va permettre de faire la transition sur la question du nationalisme européen, du souverainisme. Moi, j'appelle ça du chauvino-mondialisme. Alors, pourquoi le chauvino-mondialisme? Parce qu'on a à la fois le discours extrêmement chauvin de Catalans qui nous expliquent qu'ils n'ont aucun lien historique, de quelque manière que ce soit, contrairement à ce que vous venez nous d'expliquer longuement tout à l'heure avec l'Espagne. Donc, oui. Voilà, il n'y a aucun lien avec l'Espagne, c'est un pays complètement différent. Voilà. Par contre, toute l'humanité qui vient, tous les gens du monde entier qui viennent s'installer en Catalogne, pas de souci, c'est immédiatement des compatriotes, ils viennent illégalement, c'est pas grave, pas de problème, on leur donne la nationalité sans aucun mérite, sans rien. Donc le chauvino-mondialisme, c'est, sans le côté extrême gauche qu'on peut voir, un peu quand même la doctrine des souverainistes français. Quand j'écoute des souverainistes français comme Asselineau, Philippot et d'autres, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à la fois il y a une spécificité française absolument irréductible, et en même temps, tout le monde peut être français. Donc il y a l'universalisme et
Le chauvinisme anti-européen. Alors justement, ça m'amène à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, en France et en Europe en général, on a constaté malgré tout l'émergence de mouvements politiques, on va dire de droite nationale, qui se revendiquent des thèmes souverainistes. Alors plus ou moins avec ardeur. Certains vont très loin, puisque pour eux, tout est dû à l'Union européenne, tous les malheurs sont dus à l'Union européenne, il faut la quitter, c'est le Frexit et ses équivalents, et tout ira bien une fois qu'on aura quitté l'Union européenne. Certains sont plus mesurés, sont sur des thèmes de transition progressive. Mais alors justement, tout ce chauvino-mondialisme, comment est-ce qu'un vrai nationalisme européen pourrait demain être capable de les surclasser, de les marginaliser? Parce que finalement, eux sont totalement incohérents et contradictoires, alors que l'idée d'une Europe unie basée sur la racine commune de toute l'Europe a beaucoup plus de sens. Comment vous voyez cet avenir du nationalisme européen qui aujourd'hui est absolument inexistant sur le terrain politique? Vous êtes aussi en grande partie avec le professeur Dussoux, l'homme qui avait dans une série d'articles que j'ai reproduits sur le blog parce que je l'ai trouvé excellent. Il y a l'idée de faire un parti ou un cartel de partis en Europe sur base, ça existe, vous allez me dire, mais c'est incohérent. Donc ce qui existe au Parlement européen, mis à part la FPE autrichienne qui dans son hebdomadaire a des positions indépendantistes européennes qui sont très claires, avec des articles géopolitiques qui sont sans ambiguïté et qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans des revues de type en apparence neutre sur le plan qu'on pourrait retrouver dans des revues comme Géopolitique ou comme dans Conflit, etc. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Et alors, en revanche, ils ont des partenaires au sein de leur groupe, mais il faut bien former un groupe si on veut faire fonctionner la machine dans le cas présent, mais qui ont des positions qui sont effectivement totalement différentes. Bon, les Autrichiens plaident aussi pour le groupe de Visegrad, auquel ils sont liés géographiquement, mais donc c'est sur base d'un programme géopolitique, d'un programme réellement indépendantiste, réellement souverain plutôt que souverainiste, puisque vous n'aimez pas ce vocable, mais on peut parler d'un souverainisme européen qui accorde la préférence européenne dans tous les achats publics et surtout dans les achats de matériel de communication, des avions, des bateaux. Il n'y a pas de marine européenne. Il y a eu des plans d'un certain amiral Coatatena en France il y a une vingtaine d'années. On n'a plus jamais entendu parler de ces projets de créer une marine européenne qui manque cruellement, notamment en Méditerranée. En Atlantique, il n'y a absolument rien du tout. Nous n'avons plus aucun projet dans ce sens-là, c'est-à-dire de se doter de matériel comme une aviation. On risque avec l'émergence des avions chinois que Euronews annonçait hier ou avant-hier, l'émergence d'une construction proprement chinoise d'avions de transport. Bien, Airbus risque de perdre, Boeing aussi, vous allez me dire, mais Airbus risque de perdre encore des clients et de se trouver déphasé. S'il n'y a pas obligation pour toutes les nations européennes, pour créer cette obligation par la loi ou par un vote d'un Parlement européen qui serait devenu, comme vous l'expliquez dans votre article, qui serait devenu constituant et qui serait devenu constituant suite à un vote pour un cartel qui voudra bien assurer la défense des Européens, des vrais Européens dans le cadre du continent, ça ne se fera pas et c'est la récession assurée. Oui, Macron a mis en avant le thème qui est quasiment une sorte d'arlésienne de l'armée européenne. Mais déjà, oui, pour qu'il y ait une armée européenne, il faut qu'il y ait une stratégie européenne d'achat. Effectivement, vous parliez des avions de ligne, mais il suffit de penser aux Polonais qui achètent des avions américains. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune... il n'y a aucune... Oui, ça, c'est la base même de mon engagement politique.
quand nous étions en 75, en 75, il y a eu le marché du siècle où Dassault et Saab ont perdu le marché du Benelux et de la Scandinavie dans l'OTAN, du Danemark et de la Norvège. La Suède et la Finlande ont continué à acheter des Saab. La Finlande achetait des MiG aussi, mais ça a ruiné l'industrie aéronautique militaire européenne. Donc en 75, j'avais déjà des idées non conformistes dès l'âge de 14 ans, mais en 75, l'anti-américanisme tel que le concevait Jean Thiriard est devenu une évidence à cause du marché du siècle. Et c'est surtout en 75, bien sûr, le système alternatif que De Gaulle avait mis en place qui a sauté. C'est Dassault qui est d'abord aussi en partie un projet franco-allemand, puisque ce sont des ingénieurs prisonniers qui ont fabriqué le moteur du fameux Mirage 3. D'accord, donc effectivement, c'est le combat européen, il prend racine dans les déficits justement d'Europe, clairement, la capacité d'une stratégie européenne. Qui était flagrant dans le royaume de Belgique, évidemment, puisque là, ils ne se sont même jamais posé la question, et ça continue. La propagande qui se fait, nous recevons des pop-ups sur différents sites, où on dit, faites tout pour que le F-35 américain, le nouvel avion américain, soit l'avion de l'avenir pour notre armée. Alors évidemment, c'est transposable sur tous les thèmes. Il suffit de penser à une chose, c'est l'absence, même si aujourd'hui il y a les systèmes maintenant informatiques, par exemple, tout ce qui est les logiciels gratuits, les systèmes gratuits, il y a une dominante américaine totale. Il suffit de penser qu'il y a Windows. Oui, Windows, c'est 80%, 90% des machines sur le globe. Voilà. Et puis Apple pour un peu ce qui reste, c'est-à-dire qu'on est quasiment du 100% américain, ou des systèmes effectivement complètement indépendants, mais sans contrôle, comme tous les systèmes, ça s'appelle Ubuntu, enfin les systèmes alternatifs. Oui, en toute technologie de pointe, c'est le cas. Alors il y a effectivement ça a été un reproche que j'ai adressé à beaucoup de nos amis, c'est de ne pas se préoccuper de ce genre de choses, comme de ne pas se préoccuper ou de marteler sans cesse, de répéter sans cesse que nous sommes dépendants à cause des systèmes satellitaires. Oui. Il y avait Échelon, ça a fait un peu de bruit à la fin des années 90, et puis on a oublié, et puis en 2013, il y a eu un nouveau scandale mais en attendant, déjà, le journaliste écossais Campbell avait démontré combien de firmes françaises et allemandes principalement avaient raté des marchés parce que Échelon avait pompé toutes leurs données, ce qui permettait aux Américains de fabriquer exactement le même produit, mais sans avoir investi un cent dans la recherche et le développement. Oui, parce que le vrai problème, c'est intéressant, Échelon, parce que d'abord, Échelon, c'est au Royaume-Uni, et ça démontre, l'inanité des fétichistes de la souveraineté française, qui aujourd'hui fantasment sur la fameuse perfide Albion, puisque ce sont des gens qui sont souvent avec un logiciel assez anti-anglais au départ, et qui sont fascinés par ce Brexit, qui est une duperie totale, puisque le Brexit, c'est une duperie pour les Britanniques. En quel sens ? C'est une duperie d'abord parce que l'immigration qui détruit le Royaume-Uni, elle n'est absolument pas due à l'Union européenne. Ce ne sont pas les Polonais ou les Bulgares qui ont prostitué des petites Britanniques dans les rues de Rotherham et ailleurs. Donc ça, c'est bien des flux migratoires post-coloniaux qui ont commencé dès les années dès 45. Alors, un truc intéressant, il y a un truc très intéressant d'ailleurs que j'ai découvert récemment, je vais en faire partager nos auditeurs, c'est que Winston Churchill, à la fin de sa carrière dans les années 50, avait trouvé comme slogan de campagne « Keep England White », ce qui veut dire « garder le Royaume-Uni blanc »,
comme un excellent thème de campagne pour les conservateurs. Évidemment, il a été trahi et bien entendu pas suivi par les conservateurs derrière, mais c'était bien cette idée-là que le Royaume-Uni était en train de se détruire lui-même, et il n'y avait pas de Royaume-Uni dans la CEE, il n'y avait pas de Royaume-Uni dans l'Union européenne. Un Royaume-Uni qui n'est pas dans Schengen, qui n'a pas l'euro, et qui de toute façon va avoir sa population pakistanaise augmentée par les liens coloniaux classiques, pendant que les Polonais et même peut-être les Français vont quitter le territoire pour des raisons économiques et autres. Donc c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ce Brexit, qui est le symbole du souverainisme réussi, en théorie, même s'il n'a pas encore eu lieu réellement, d'ailleurs il est possible qu'il n'ait pas vraiment lieu, ou qu'il y a un système bâtard. En plus de ça, qui risque de provoquer là véritablement une sécession de l'Écosse. Hein. Oui, et pour pas du Pays de Galles qui a l'air d'être plus calme là-dessus, mais la relance aussi du conflit en Irlande du Nord qui est possible, avec les alliés de Madame May, Theresa May, donc qui sont des alliés de droite dure, mais côté Ulster, côté protestant. Donc c'est vrai que le Brexit, c'est quelque chose, comment dire, alors là c'est l'idéal, sauf que les Irlandais, d'après les amis qui s'y sont rendus, il y a presque une réconciliation dans certaines élites protestantes et certaines élites catholiques, Sinn Féin et autres, pour dire on va pas rétablir une frontière. Oui, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, que ce soit Nigel Farage, le chef de UKIP, enfin l'ancien chef de UKIP, maintenant il a quitté ses fonctions, ou Boris Johnson, donc le fameux ministre des Affaires étrangères, je crois, si je dis pas de bêtises, britannique, ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient menti ouvertement sur des thématiques économiques, en racontant absolument n'importe quoi pour obtenir le résultat escompté. La punition est venue d'ailleurs, parce que UKIP est tombé à 1,7% aux dernières élections législatives britanniques, donc ils ont pris un très très gros coup dans la figure. Mais la réalité de la souveraineté, la vraie indépendance du Royaume-Uni, ça serait vis-à-vis des États-Unis. Le vrai dictateur, si on peut dire, du Royaume-Uni depuis 1945, ce sont bien les États-Unis. Eh bien oui, puisque la Grande-Bretagne, en fait, le Royaume-Uni a capitulé sa souveraineté dans le cadre du cash and carry. Hein. Oui. Donc tout son or est parti là-bas. L'or est parti à Fort Knox vers les États-Unis. Oui, mais d'abord entre 1914 et 1918 aussi. Hein. En partie, bien sûr, déjà. C'est déjà après cela l'incapacité de gérer correctement les Indes, la montée du nationalisme hindou et la montée du Sinn Féin, enfin la montée du combat irlandais. Du combat irlandais qui a ce mixte, ce curieux mixte que je souligne d'ailleurs dans le texte principal de mon petit opuscule qui vient de sortir aux éditions du Lord, donc là les pages celtiques, c'est montrer la spécificité de ce nationalisme irlandais qui lui est finalement quelque part universel sans être cosmopolite ni universaliste. Il dit je propose une formule identitaire, à chaque peuple, couplée à une forme de socialisme et de solidarité, une forme aussi même les formes des droits de l'homme, etc. Mais ne peuvent être. C'est l'homme tel qu'il existe, c'est-à-dire c'est un homme enraciné. Si l'homme n'est pas enraciné, eh bien c'est un homme qui n'existe pas. Et oui. Ça a toujours été ma doctrine. On est en train de nous vendre dans les milieux qui n'ont aucun sens de l'histoire, ni aucun sens de la continuité historique, ni aucun sens de la profondeur temporelle, dans des milieux qui nous sont évidemment particulièrement hostiles. On raisonne sur un homme qui n'existe pas. Oui, c'est l'homme universel. Alors, oui, avec un paradoxe, que je parlais du chauvino-mondialisme, il y a une autre expression que j'aime bien en ce moment utiliser à propos de ça, je l'appelle le mondialisme dans un seul pays, puisqu'en fait, on est souvent dans ce cas-là, c'est-à-dire, effectivement, c'est du mondialisme pur, mais avec le fétichisme des frontières. Mais ça reste du mondialisme. Ah oui, c'est ça, oui, ça, chez vous, oui, ça c'est le cas. En particulier en France, tout à fait. On a du vernaculaire devenu festiviste, qui tourne en rond et qui n'a plus de discernement. Bon, ça c'est une autre maladie. Mais
bon, voilà, mais effectivement, donc le Brexit, c'est le maintien de la tutelle américaine sur le Royaume-Uni et va même peut-être la renforcer paradoxalement. Ça va permettre toujours, malgré tout, à Échelon de continuer de nous écouter, hein, et peut-être de nous écouter ce soir. Voilà, et on ne sait jamais, ça veut dire que, mais ça voudrait dire qu'il y a une condition qui, comment dire, préalable. Parce que l'idée générale que j'ai, parce qu'il y a deux aspects de cette question du souverainisme anti-européen. On va préciser comme ça pour être très clair. Il peut effectivement y avoir une souveraineté européenne, une souveraineté d'une Europe unie. Là, on parle d'une souveraineté d'une Europe divisée. Et ce qui est assez frappant, donc, c'est que il y a le camp des europhobes, on va dire des gentils européens par principe et idéologique, que ce soit par mondialisme large ou par nationalisme très étroit, ou parfois par les deux réunis. Mais il y a aussi tous ceux qui sont fondamentalement pro-européens dans le sens positif et identitaires du terme, mais qui ont peur aujourd'hui, ils sont très nombreux je trouve, des gens qui nous sont favorables fondamentalement, mais qui ont peur d'afficher ce sentiment pro-européen, de peur de déplaire trop largement. C'est un phénomène qu'on a constaté depuis quand même déjà des années 70. Je vais prendre un exemple d'une revue certainement que vous avez connue, qui s'appelait Nation Europa, une revue allemande. Nation Europa, j'ai connu, voilà, est passé à Nation und Europa. Ils ont rajouté un und dedans. Bon, c'est pas un hasard. Oui. Et ça, c'est donc, il y a une fébrilité, je dirais, assez sidérante, je trouve, de ce courant identitaire fondamentalement pro-européen, hein, mais qui n'ose pas l'être. Je crois qu'il y a un facteur qui est surtout chez les Allemands, chez les Belges, chez les Italiens, en partie chez les Espagnols, c'est que finalement, la France échappe un petit peu à ça, dans la mesure où la Ve République est fondée sur une forme de caudillisme, comme on dit, donc c'est pas le caudillo espagnol, mais c'était De Gaulle, et c'est créé de toutes pièces, c'est dégagé des trois idéologies qui sous-tendent la vie politique en Belgique, en Allemagne, en Italie, c'est-à-dire les démocrates chrétiens qui ont été une force colossale jusqu'il y a peu de temps, les socialistes qui ont été une force quasiment tout aussi importante, et puis il y avait le troisième pilier qui était les libéraux qui gouvernaient avec les uns ou avec les autres selon les circonstances. Donc il y avait ce schéma dont on ne sortait pas, et les alternatives étaient très difficiles. Il était très difficile de percer, les écologistes ont percé, mais sont devenus une sorte de quatrième pilier. Et alors, l'Europe s'est identifiée malheureusement à ça. Le Parlement européen s'est identifié à ça parce qu'ils ont tenu grâce à une propagande, et Dussopt il l'analyse très bien dans ses articles, ils ont mobilisé les médias, ils ont dénigré tous leurs adversaires, alors que c'était anticonstitutionnel même de la part des Allemands. Il faut laisser à chacun le soin il faut laisser à chacun le droit d'exprimer des idées politiques alternatives, et une démocratie en principe, selon cette constitution, une démocratie, elle devait offrir un menu différent à chacune des élections. C'est ce qui ne s'est pas passé. C'est le problème de la partitocratie qui a bétonné, qui ont ils ont accusé leurs adversaires d'être totalitaires, mais ils ont fait un triple totalitarisme. Il y a un triple totalitarisme, et le Parlement européen en est profondément affecté. Alors que notamment Ostrogowski, qui s'était réfugié d'abord aux États-Unis puis en France, et qui a analysé la notion de parti à la suite de Roberto Michels, qui en avait déjà dénoncé les travers dans la première décennie du XXe siècle. Ostrogowski, qui œuvre dans les années 20 et 30, se dit oui, mais une véritable démocratie doit offrir un menu différent à chaque élection.
avec des recompositions, avec ce qui permettrait l'indépendance aussi du parlementaire, qui dit je ne suis plus d'accord avec mon ancien parti, mais je vais en former un nouveau avec d'autres personnages, avec des nouveaux venus, avec des gens qui viennent d'un autre parti, et je recompose mon menu électoral selon justement en tenant compte des problèmes qui affectent la société dont je suis responsable. Oui, parce qu'il y a eu effectivement, alors dans le cadre français, il y a eu des émergences. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à beaucoup de gens, je leur rappelle que toutes les alternatives émergentes politiques en France ont été grandement aidées, ou sont largement matérialisées par le Parlement européen. C'est le cas du Front National en 1984, qui n'a vraiment une réalité que parce qu'il obtient 11% des voix aux élections européennes et que ça lui permet d'avoir des députés. C'est parce que vous n'avez pas la proportionnelle dans le Absolument, cadre, bien entendu. Dans le cadre national, bien entendu. Dans le cadre étatique. Mais ça permet quand même l'émergence des Verts français. Bon, maintenant ils sont très affaiblis, mais à un moment donné ils ont été importants grâce aux élections européennes. L'exemple de la liste Tapie, qui évidemment était un feu follet qui s'est éteint aussi vite qu'il s'est allumé. Le Front National est le seul de ces exemples-là à avoir survécu à ce feu de démarrage et avoir réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que le Parlement européen, malgré tout, il est très ouvert par le mode de scrutin, les proportionnalités, le BNP britannique et puis UKIP ont réussi à avoir des députés, la NPD avec 1% des voix. La NPD a réussi à faire rentrer un député, qui évidemment n'a pas servi à grand-chose. Mais voilà, donc il est sûr que ce Parlement européen, il est effectivement tenu par une particratie. Il y a le PPE, le fameux Parti populaire européen, qui représente entre guillemets la droite. Il y a ce qui s'appelait le PSE, mais en fait maintenant c'est l'ASDE, l'Alliance des sociodémocrates européens. Oui. Ça, c'est les deux gros piliers, les deux principaux piliers. La variable d'ajustement, c'est la LDE, c'est ces libéraux démocrates à la Verhofstadt, je crois, c'est des gens comme ça en Belgique, chez vous, voilà, qui mangent un peu à tous les râteliers, mais qui sont quand même très conformistes. Oui, mais ça, Verhofstadt, c'est quand même quelque chose. Moi, je reste pantois quand je vois la trajectoire du personnage qui commence libéral de droite, qui est le propagandiste de Madame Thatcher, et puis qui maintenant écrit avec Cohn-Bendit maintenant. Et voilà, c'est ça. C'est allié avec Cohn-Bendit. Voilà. Alors effectivement, il y a l'incohérence idéologique qui marque toute l'Europe. Complètement. Alors évidemment, il y a les gauches radicales, il y a les Verts, et puis alors il y a ce camp encore plus divisé que tout le monde, qui est effectivement l'ensemble des candidats, des élus nationalistes, nationaux, souverains, enfin tout ce qu'on veut, avec toutes les variantes et subtilités qui peuvent exister, et qui, en fonction de certains thèmes d'actualité, puis de l'image médiatique qu'ils ont plus ou moins, font des groupes. Alors il y a le groupe UKIP autour de Farage, il y a un groupe autour du Front National maintenant, qui, évidemment, avec des gens qui changent de bord en fonction des emmerdes qu'ils peuvent avoir de tel ou tel endroit. Et voilà. Et c'est pas une force d'opposition, ce sont des groupes techniques qui permettent d'avoir du pognon, pour résumer clairement les choses, et quelques petits moyens d'audience. Mais voilà, et si tous ces gens, alors je suis pas tellement d'accord avec leur ligne, mais si tous ces gens, tous ces courants faisaient qu'un seul groupe, un seul parti, au sein du Parlement européen, ils pourraient avoir un poids assez conséquent et créer une dynamique pour les élections européennes suivantes. Ah oui, mais à condition que le programme de politique extérieure, qui permet justement de désigner l'ennemi et de faire réellement de la politique, soit cohérent et clair. Ah oui, parce qu'après c'est des conflits de toute ambiguïté. Oui, parce que les deux dernières fois, les deux derniers groupes, pour parler historiquement de ce qui s'est passé, il y a eu deux tentatives avant. La tentative actuelle, qui est pour l'instant réussie, mais qui ne va pas très loin, ça a été le cas des droites nationales, des droites européennes dans les années 80. La première fois, ça a planté parce qu'il y avait le conflit un grand conflit terrible entre les Italiens et les Allemands sur la question du morceau germanophone d'Italie, le Trentin Haut Adige. Oui, ce qui faisait déjà enrager Tyria. Voilà, alors les Autrichiens du FPE, évidemment, étaient fâchés avec les Italiens de l'Alliance nationale, etc. Ça s'entendait pas bien. Donc, on fait exploser le groupe. La deuxième fois, ça a été parce que Alessandra Mussolini avait commencé à confondre les Roms et les Roumains. Donc, les élus roumains du Parti national, Parti de la Grande Roumanie, s'étaient émus. Ils étaient émus, puis ils avaient quitté le groupe. Ce sont tous des indices d'un manque navrant de culture politique, parce qu'on veut défendre les identités, mais défendre les identités exige une documentation, une attention au vernaculaire, tout en ayant des objectifs
qui vont bien au-delà du vernaculaire, même de la dimension nationale entre guillemets, mais il faut une attention à l'homme réel qui demande un travail d'investigation culturelle, métapolitique, qui est immense. Et déjà, il faut savoir de quoi on parle. C'est surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que le souci dans ces affaires-là, c'est grotesque. Bon, il y a des partis qui sont des feux follets, des partis qui explosent comme ça, littéralement, pendant quelques années, puis qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Il y a quelques partis qui, pour l'instant, ont une certaine durabilité, mais à petite échelle. À part, effectivement, le FPE autrichien, le FN français, les autres partis, l'AfD allemand, par exemple, c'est un mouvement très jeune, quand même, fondamentalement très jeune. Il y a des mouvements dans les pays de l'Est, mais c'est pas net. C'est des partis qui. Oui, parce que là, il y a l'ambiguïté de cette Europe, médiane entre Allemagne et Russie, où les États-Unis fabriquent à toutes fins utiles et en anticipant tout autre scénario catastrophe pour eux, c'est-à-dire que on recrée ce cordon sanitaire de Lord Curzon après 1914-18 au bénéfice des Américains, de ce que Carl Schmitt appelle une Raumfremde Macht, c'est-à-dire une puissance extérieure à l'espace européen. Et c'est ça qui vicie évidemment tout l'ensemble du continent. Oui, avec aussi. Alors même le groupe de Visegrad pourrait être ambigu à ce niveau-là. Oui, parce que la Pologne et la Hongrie n'ont pas du tout la même géopolitique en réalité, ni même la même idéologie derrière, à part rejeter les migrants que l'Union européenne prétendument voudrait leur imposer, alors qu'elle n'aura jamais les moyens de leur imposer. Il n'y a pas grand-chose en commun entre Orban et Kaczynski, en fait. Polonais, oui. Tout ça est assez trompeur. Bien sûr, il y a des enjeux locaux et des enjeux spécifiques. Ce qui est sûr, c'est que tout cela nous amène donc à la question du nationalisme européen. Les tentatives de nationalisme européen qui ont existé, parce qu'il y a eu des tentatives, bien sûr, n'ont jamais abouti. C'est-à-dire que une des tentatives, c'était celle de Thiriard, bien entendu, de Jeune Europe. Il y avait des tentatives un petit peu à la Europe Action, tenter de faire une sorte de nouvelle droite qui s'élargissait à l'Europe. Tout ça, ça n'a abouti à rien. Et au final, donc, le nationalisme européen, qui est pourtant une idée extrêmement forte, qui a eu d'énormes défenseurs et illustres défenseurs, aujourd'hui n'est plus porté par quasiment personne. Alors que c'est une idée qui pourtant paraît d'actualité totale. Oui, et là, nous sommes dans un stade de régression effroyable, parce que quand on a un petit peu tous travaillé sur la biographie de Jean Thiriard, et c'est Yannick Sauveur qui a publié dans la collection Qui suis-je une première monographie que je conseille à tout un chacun. Oui, chez Pardès, tout à fait. Donc oui, Thiriard par Yannick Sauveur. Il y a encore, je pense, un chapitre qui doit être ouvert et qui doit être exploré. Ce sont les européismes discrets, sans doute, de l'entre-deux-guerres, ceux qui disent plus jamais de boucherie comme en 14-18, parce que là, le continent va basculer sous la tutelle américaine. On le savait. Non, Thiriard était un gamin à l'époque, il a 18 ans en 1940, donc il a tâtonné, il n'a pas tout compris, il a fait ça entre 14 et 18 ans. Il n'a pas pu véritablement maîtriser toute cette documentation qu'il y avait à l'époque. Il n'avait d'ailleurs pas le temps, mais c'était un adolescent. Il s'est marié très jeune, il faut savoir, ça c'est le livre de Sauveur qui me l'a appris. Il s'est marié à 19 ans, il était père de famille à 19 ans, donc il n'a probablement pas... Mais c'était diffus dans sa tête. Il y a eu des cercles européistes absolument intéressants, qui avaient des contacts dans toute l'Europe et qui méritaient, mais la conscience, qui mériterait aujourd'hui d'être relus, d'être rediffusés, d'être analysés. Il y avait des européistes parmi les non-conformistes des années 30. Absolument, Alexandre Marc, tous ces courants. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a eu dans les années 50, mais là, l'Europe se formait, donc ils avaient quelque part une tribune, et je dirais qu'ils ont eu une tribune jusqu'à la moitié des années 70. Oui. Et puis, il y a eu une dégradation progressive. Il y a une dégradation progressive jusqu'à ce qu'il y a hier, pas plus tard qu'hier, sur un site que je conseille à tous ceux qui peuvent lire l'italien, c'est le site de la Ariana Editrice.it.
Donc, c'est l'Europa non ha più una politica internazionale. Il y a l'interview d'un journaliste qui a été en place un peu partout et qui s'appelle qui s'appelle Marcello Foa, et qui montre il n'y a plus aucune politique internationale cohérente, même au niveau du Parti européen. Alors, il n'y en a pas chez ceux qui se posent en alternatif, mais il n'y en a plus du tout au Parlement européen. Oui, ce sont des alliances de partis nationaux. Hein. Il y a une répartition. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une répartition des sièges et puis ils s'associent. Le PPE, prenez le PPE qui pourrait s'inscrire justement dans un européisme catholique, évidemment. C'est pas du tout le cas. Qui a existé après 14-18, enfin après la guerre de 14-18, et qui a existé dans les années 50 et 60, avec Adenauer, des Gasperi. Et puis le MRP français, des choses comme ça. Mais oui, voilà. Bon, il y avait la volonté de créer des choses. Mais tout ça effectivement est totalement mort. Tout ça est totalement mort. Il n'y a plus d'instance. Il n'y a plus d'instance de revue qui nous présente une véritable alternative qui soit prospective et qui donne à rêver, visionnaire. Qui soit visionnaire, qui soit archéofuturiste, comme disait notre ami Guillaume Fay. Oui, c'est ça. Qui soit le dépassement de la médiocrité dominante actuelle. Mais ce qui est sûr par rapport au PPE, de toute façon, ce ne sont pas des vrais partis européens. Ce ne sont pas des partis, c'est pas vrai. Ce sont des coalitions de partis nationaux. Et le mot parti est trompeur. C'est un faux mot. Et c'est justement moi ce que j'aimerais voir émerger. C'est un vrai parti européen. Oui, mais il y a pire. Il y a aussi le déclin et la déchéance intellectuelle qui affecte le PPE. Bien sûr, mais il y a des gens intéressants au PPE. Hein. Le problème, c'est que ce genre les personnes intéressantes qui peuvent être au PPE aujourd'hui, ou même à la DLE par certains, ou au groupe conservateur qui peut exister aussi au Parlement européen, c'est qu'ils ont besoin d'un référent, c'est-à-dire d'une structure, d'un parti politique qui serve, non pas forcément de réceptacle, mais de phare. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple quelqu'un comme Philippe Juvin, qui est un député européen PPE, qui a écrit une excellente histoire de la nation européenne, avec les grandes pages de notre histoire collective, et donc il est sur une ligne qui est très saine. Vous l'apprenez, mais ça s'appelle histoire de la nation européenne, donc il y a bien un singulier nation européenne, c'est pour ça que j'insiste, bon, quelqu'un d'intéressant. Évidemment, il ne va pas être très courageux. Ce sont des gens qui ne seront courageux que le jour où il y a une formation politique qui existe. Dans le lot, je ne voyais que Schröder sur sa politique énergétique avec la Russie, Schmitt qui avait de bonnes idées, et alors en Belgique, je voyais Spitals, l'ancien socialiste wallon, qui, suite à je ne sais quel procès de corruption, a été évincé et s'est retiré. Il a écrit 3 ouvrages de géopolitique qui valent vraiment le détour. Voilà, donc, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur la politique. Non, parce qu'ils ont besoin. Il y a camarades qui sont au pouvoir maintenant. Oui, parce il faudrait ce que j'appelle un parti identitaire européen, européiste identitaire, etc. Un parti qui soit suffisamment fort, même s'il n'a pas besoin d'être majoritaire, hein, suffisamment fort, 20-25% des députés à terme, et qui peut... Oui, ça c'était votre thèse, effectivement. Parce que je n'en vois pas d'autres au niveau d'une réforme politique. C'est-à-dire, évidemment, il y a des explosions sociétales, civilisationnelles, des conflits qui peuvent émerger. On n'a aucune maîtrise évidemment de tout cela, et ça peut accoucher de choses inattendues. Mais si on se reste dans une perspective politique, et pas militaire, stratégique ou autre, moi je ne vois pas de solution nationale. Les partis d'ailleurs qui sont souverainistes sont incapables de gagner les élections nationales dont ils estiment qu'elles sont la fin de leur histoire. Le Front National nous parle de la France tout le temps, mais il n'est pas capable de gagner les élections. Alors je vais faire une toute petite pause parce qu'il y a un petit message publicitaire de la radio, et on va reprendre pour la dernière ligne dans quelques minutes. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi,
Venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Voilà, nous reprenons donc le cours de l'émission avec Robert Stöckers, donc dans le cadre du Libre Journal des Européens sur Radio Courtoisie. Alors nous étions partis sur un débat très fondamental sur la question du Parlement européen et de la possibilité éventuellement d'une émergence politique d'une formation qui permettrait de servir de pivot ou de pilier, de référent à des élus des autres formations politiques qui pourraient être tentés par quelque chose d'intéressant. Il ne faut jamais oublier qu'une révolution comme la Révolution française ou même d'autres révolutions par les urnes qui ont pu exister en Europe, enfin en Allemagne par exemple, ont toujours été le fait de ralliement. C'est-à-dire qu'il y a une formation dominante, mais insuffisamment incapable seul de gagner, et c'est les ralliements inattendus de dernière minute qui changent la donne. Oui, c'est de toute façon la nécessité, c'est la nécessité comme la nécessité nous obligera ou obligera un ensemble d'individus à franchir ce cap. Parce que, bon, Dussopt, il dit l'Europe se fera au bord du gouffre, au bord de la tombe, mais on n'a jamais été aussi près de la tombe. Hein. On peut toujours encore s'approcher du ravin, mais c'est vrai qu'on commence à avoir une situation. Alors, il y a encore un peu d'espoir, et quelques années encore devant l'Europe pour pas sombrer réellement totalement. Mais alors, c'est sûr que, alors je sais plus si ma mémoire étant fragile, si c'était Mauroy ou Mauriac qui avait prédit que l'Europe s'unirait face à l'islam. Il y avait une prédiction comme ça. Oui, enfin, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Et bon, je crois que même Nostradamus l'avait rédigé dans une de ses notes au XVIe siècle. Donc, Maintenant, il ne faut pas tomber dans la fixette que je reproche à un certain nombre de gens aussi, c'est-à-dire la fixette islam. C'est comme si la question migratoire, par exemple, qui nous préoccupe tous, se limitait à la simple question de l'islam. Ce qui fait que, par exemple, les Albanais, dont beaucoup sont parfaitement athées, mais dont on se souvient qu'il y a dans les statistiques de 1930 une domination musulmane à 70%, sont victimes de comportements nationalistes des plus stupides, uniquement pour ça. Alors exactement comme en Russie où il y a énormément de musulmans, donc des Tatars et d'autres peuples qui sont parfaitement pacifiques et cas de Tchétchénie excepté ne pose aucun problème identitaire aux Russes. Donc voilà, il y a le problème aussi, c'est l'incapacité de dépasser les petites querelles. Bon, le fondamentalisme musulman, le fondamentalisme islamique qui nous préoccupe, il est quand même grand temps de montrer qu'il a été une création, un golem des États-Unis. Il y a cette photo qui circule là sur le net avec Brzezinski qui inspecte la mitraillette de Ben Laden. Enfin. C'est-à-dire que de toute façon, après, il y a ce qu'on appelle les convergences naturelles et les convergences stratégiques. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, avec le Vietnam, avaient envie de donner aux Russes, aux Soviétiques, un peu le cadeau inversé, et que l'Afghanistan a été le formidable moyen de piéger les Soviétiques en alimentant bien sûr les combats des Moudjahidines et bien entendu la créature Ben Laden, mais le golem est une image très forte sur beaucoup de thèmes, c'est-à-dire que souvent les créatures comme celle de Frankenstein se retournent contre son créateur. Et les Américains ont beaucoup eu de problèmes avec leurs anciens alliés désormais devenus leurs pires ennemis.
Oui, ça, il y a aussi qu'il ne fallait pas dire aux militants de base, aux talibans de base, par exemple, que en réalité, il était subventionné, encadré ou armé par les États-Unis. Bien sûr. Que c'était pour lui, il fallait faire une image de l'occidental sans nuance, contre lequel un occidentalisme contre lequel il fallait combattre. Bien sûr. Et où les soviétiques étaient englobés d'ailleurs dans l'Occident. Un Occident inversé, si on peut dire. Mais c'est sûr que la question de la politique européenne aujourd'hui c'est la grande absente, alors qu'elle est toujours présente en parole par les grands dirigeants. Macron, effectivement, parle beaucoup d'Europe. Il parle de souveraineté européenne, d'ailleurs. Le mot a été employé, il me semble. Mais non, derrière les formules, il n'y a rien. Il n'y a aucune proposition et aucun moyen en plus de mettre en place ces propositions. Mais ça montre bien que l'idéal européen, même dévoyé, a une force de frappe intellectuelle extrêmement réelle. Et aujourd'hui, qui n'est pas utilisé par les antisystèmes. C'est-à-dire que le système utilise le thème européen, dévoyé, les antisystèmes rejettent le thème européen, et d'une manière d'ailleurs assez caricaturale, parce que, prendre un exemple de la Seconde Guerre mondiale, le sentiment européen, il était défendu à la fois par certains courants, autonomistes à l'intérieur de la sphère fascisme-nazisme, qui eux-mêmes étaient sur des évolutions européennes, et de la résistance. Moi, j'ai lu récemment un texte de Maurice Druon, complètement pro-européen, en 1943 ou 1944, où justement il reprochait aux Allemands de dénaturer les questions européennes. Ce qui montre bien que les choses n'étaient pas en noir et blanc. Alors qu'aujourd'hui, sur Internet, vous comme moi, avez désormais un compte Twitter. Et vous pouvez constater aisément, les thématiques europhobes stupides, pavloviennes. Donc le Frexit, évidemment, c'est-à-dire quitter l'Union européenne, c'est la panacée. Tous les problèmes dont l'État français est le principal responsable disparaîtraient par le simple fait de quitter l'Union européenne. Une phobie du drapeau européen qui est absolument, un fétichisme anti-drapeau européen qui est colossal. Et les réflexes pavloviens de toute nature. C'est assez extraordinaire, quand même, cette pauvreté du discours souverainiste anti-européen. Oui, mais bon, ce que vous faites là, c'est un constat. Oui, mais parfois il faut faire un constat pour éveiller les masses, mais c'est assez impressionnant quand même. C'est impressionnant, effectivement, mais cette europhobie, c'est un expédient que l'on se donne pour essayer de s'orienter dans un monde qui devient parfaitement inintelligible. On ne comprend plus très bien comment fonctionne le monde, on ne comprend plus très bien comment fonctionne l'Europe. On est tous amnésiques, on n'a plus de formation historique, on n'a plus de formation classique. Nous avons affaire à une humanité qui est dépouillée, une humanité européenne qui est dépouillée de ses plus beaux atouts. Moi, je vous en parlais l'autre jour, là, je donne un exemple. Je donne l'exemple de la constitution, comment le continent européen est constitué géographiquement. Il y a 3 isthmes. Il y a l'isthme qui va de la mer du Nord à la Méditerranée occidentale par l'axe du Rhône et du Rhin. Il y a l'isthme central qui part de la Baltique, de Stettin, et de la vallée de l'Oder et qui descend jusqu'à Trieste et à l'Adriatique. Ça, c'est une trouée. Et puis, il y a celle dont vous m'avez essentiellement parlé, celle qui va de la Baltique à la mer Noire. Le premier, c'est l'axe lotharingien. Le deuxième, c'est l'axe que cherchait à reconstituer le roi de Bohême au Moyen-Âge, Ottokar II. Et le troisième, c'est l'axe gothique que les Goths avaient commencé à structurer avant l'invasion des Huns, que le royaume de Pologne-Lituanie voudra reconstituer, et que finalement Catherine II voudra en faire une sorte de Nouvelle-Grèce enracinée, slavo-balto-germanique, à la fin du XVIIIe siècle. Bon, ça, il faut unifier ces trois axes dans le continent européen. Et ils ont été de facto à la suite de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas être géopolitiquement anti-européen après 1945. Je m'explique. Donc,
Au XVIe siècle, Charles Quint essaye de régler son compte à François Ier. Les lansquenets partent de Lorraine, d'Alsace et de Lorraine. Il n'arrive pas plus loin que Saint-Dizier. La logistique hippomobile ne permet pas d'aller plus loin. Son fils Philippe II part des Flandres. Il ne va pas plus loin que Saint-Quentin. La logistique hippomobile ne lui permet pas d'aller plus loin. En 1914, les armées du Kaiser, elles arrivent jusqu'à la Marne. Leur logistique est hippomobile, elles ne peuvent pas aller plus loin. La donne change en mai-juin 1940. Là, il y a des blindés qui fonctionnent avec de l'essence russe, avec de l'essence soviétique, on l'oublie très souvent. Et là, la donne change. Quand le sort des armes se retourne contre les vainqueurs de 1940, eh bien, on applique la stratégie des débarquements. Il y a d'abord celui d'Afrique du Nord, et Dominique Vénet avait consacré encore un des numéros de sa nouvelle revue d'histoire à l'année 1942. Donc c'est le débarquement en Afrique du Nord qui permet d'attaquer le ventre mou italien, mais c'est aussi le débarquement en Provence qui permet de suivre le cours du Rhône, puis du Rhin et du Danube, selon une stratégie qui existe en fait depuis Jules César et depuis Auguste, de membrage du continent, de membrage géopolitique du continent, et c'est parce que Jules César maîtrise le Pô, le Rhône, le Rhin, qu'il envisage de maîtriser le Danube et qu'il a libéré la Méditerranée orientale des pirates, qu'il a le titre de Kaiser. Ça, c'est ça, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour l'unité du continent, pour le membrage géopolitique du continent. Ça, c'est une chose, mais les Alliés vont utiliser cette stratégie de César, qui avait été d'ailleurs compilée, explicitée, illustrée par un historien et géopolitologue allemand, un certain Stegemann, qui en 1922 avait écrit une géopolitique du Rhin, aussi pour contrer les prétentions franco-belges sur la Ruhr. Oui. Donc, celui qui tient la Provence, il arrive au Tyrol. Oui, donc celui qui débarque au sud de la Seine, en Normandie, il arrive en Hambourg. Au bout de quelques mois, à l'époque motorisée. Maintenant, oui. avec les énergies plus performantes, avec la balistique, avec une aviation performante, et forcément, le continent est une unité stratégique. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, là, on a un changement d'échelle complet. D'un point de vue géopolitique et stratégique, l'Europe en tant que telle est une, déjà. Elle est déjà une. Mais oui, elle est une déjà en 14-18 aussi. Bon, à partir du front de Salonique, les Alliés remontent jusqu'aux frontières autrichiennes et tous les empires centraux tombent comme des dominos. L'Empire ottoman, les Bulgares, les Austro-Hongrois, et les Allemands resteront les derniers. Oui, alors c'est vrai que le thème européen, moi j'aime bien ce personnage, c'était ce Tchèque qui s'appelait en français Georges de Podiebra, qui avait quand même compris pas mal de choses aussi, parce qu'il avait vu donc la menace ottomane, donc au XVe siècle, et lui qu'est-ce qu'il se dit de bon sens, où il y a des questions de querelles de religion, puisque lui je crois qu'il était plus ou moins hussite, enfin je sais plus exactement, mais il était en rupture un petit peu avec tout ce qui était établi, et donnait pas beaucoup d'importance à ces questions, pensait qu'il fallait absolument faire l'Europe politique pour contrer les Turcs. Alors évidemment, il n'a pas du tout été écouté, ce qui a amené les Turcs plusieurs fois. Il y avait un Espagnol qui avait fait un discours à Aix-la-Chapelle. Je crois qu'il y a sous Henri IV, évidemment, mais bien plus tard, il y avait l'histoire de Sully et le projet attribué à Henri IV d'Europe politique aussi. C'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Mais c'est sûr que l'absence d'Europe politique, depuis longtemps, d'une certaine manière, a été désastreuse à bien des titres. Et les fameux, je crois que c'est Victor Hugo qui disait que toute guerre entre Européens était une guerre civile. Et donc il disait ça déjà au XIXe siècle, et on l'a vu, deux guerres civiles terribles détruire une autre civilisation, 14-18 et puis en 39-45
encore plus, avec... Oui, c'est surtout le ressac démographique, ça. Écoutez, imaginez ce qu'on aurait pu faire avec les 60 à 70 millions d'Européens qui ont disparu au cours de ces deux conflits. Voilà, sans parler un exemple de l'action européenne, même si c'était sur un terrain extérieur, c'est l'action contre les boxeurs en Chine, où là, il y a quasiment vraiment une armée européenne, avec peut-être des Japonais en prime, pour aller mater les Chinois. Et c'était un exemple, justement, où l'Europe avait été capable de travailler de manière circonstancielle, évidemment, comme une seule entité. Le dernier, c'est intéressant de voir, c'est entre 1898 et 1902, 1903, 1904, il y a 4 ou 5 années de grâce, là, en effet. Après, évidemment, il y a les traumatismes psychologiques. L'Europe, au sens large, et là j'englobe même les États-Unis à certains niveaux, qui sont une extension de l'Europe, même si elle se considère aujourd'hui de moins en moins comme telle, c'est les grandes défaites qui ont traumatisé l'Européen et qui l'ont mis en garde déjà. La défaite de Tsushima, des Russes face aux Japonais, qui à l'époque a bien été considérée par tous les Européens comme une défaite de l'Europe, même si la Russie passait pour un pays un peu plus arriéré, un peu plus en retard, tous l'ont compris comme une défaite de l'Europe. La fameuse défaite aussi face aux Zoulous, Ishingawa, ou je ne sais plus comment ça se dit, grande défaite du colonisateur européen et britannique face aux Zoulous. Et puis, évidemment, le désastre de Custer, et donc la bataille de... le nom m'échappe, Little quelque chose, la bataille où... Laquelle, dans quel pays? Aux États-Unis, la bataille de Custer contre les Amérindiens. Ah oui, ils se font massacrer. Wounded Knee. Pardon? Wounded Knee. Oui. Donc le genou blessé. Oui, c'est ça, voilà. Et où Custer se fait massacrer avec 700 tuniques bleues. Donc effectivement, il y a plusieurs défaites historiques de la civilisation européenne qui se pensaient invincibles, qui avaient mis en garde en disant attention, si on se divise trop, on fait finir par inverser la donne. Donc on était dominateur. Trop sans doute, on est devenu d'ailleurs, parce que ce que je vous disais l'autre fois, la formule du poète latin Horace, la nation vaincue pèse lourdement aux vainqueurs, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le monde européen a colonisé l'Afrique notamment, donc a été vainqueur de l'Afrique, mais le poids de ce qu'ils avaient conquis a été désastreux, a été ruineux économiquement, et malheureusement on ne s'en est pas libéré par le biais des flux migratoires extra-européens post-coloniaux qu'on a vécu. Donc le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe est tombée de son piédestal, et alors qu'elle est affaiblie, au lieu de prendre la leçon qui s'impose de se dire maintenant, quand on est divisé, ça sert les puissances extra-européennes, les Américains tirent les uns contre les autres en Ukraine, au Kosovo et ailleurs, il est peut-être temps de travailler ensemble, de ne former plus qu'un seul ensemble, alors qu'on est une même souche au départ. N'oubliez pas non plus aussi que l'écumène médiéval, qui n'était pas exempt de conflits internes, a aussi été brisé par la réforme. Absolument, la réforme évidemment, et la contre-réforme d'ailleurs, et la contre-réforme. Oui, c'est ça, tout cet ensemble, puisqu'ils ont poursuivi la guerre civile, la guerre de 30 ans en Allemagne, en étant aussi têtus les uns que les autres et en permettant aux Ottomans d'avancer leurs pions. Absolument. S'il n'y a pas eu cette fragmentation religieuse, la destruction par les catholiques aurait été réglée. Oui, la destruction par les catholiques, le pillage de Constantinople en 1204, par exemple, un bel exemple d'erreur absurde et destructrice. Mais c'est vrai que cette leçon, qui est évidente quand on regarde l'histoire du continent, n'a pas l'air digérée. Alors évidemment, il y a aussi le problème, ce que j'appelle le mythe fondateur, mais c'est pas un mythe en réalité, c'est une réalité scientifique, mais l'origine indo-européenne, on n'a pas évoqué, donc on parle parfois souvent, c'est évidemment aussi... Ça fait l'objet d'une autre émission. Mais pour résumer l'idée générale, c'est qu'un écrivain qui s'appelle, un auteur, un historien qui s'appelle Jean-Paul Demoule, que vous avez certainement entendu parler récemment, qui est évidemment... Alors lui, c'est un obsédé de démontrer que les Indo-Européens, en tant que peuple originel, n'ont pas existé. Mais là où il est intéressant, paradoxalement, c'est qu'il dit qu'en même temps, c'est le mythe fondateur de l'Europe. C'est-à-dire que les Indo-Européens, pour lui, c'est la matrice de l'idée qu'il y a une Europe politique possible. Et je pense qu'il a raison dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Alors, le problème, et Dumézil même Dumézil, qui pourtant était d'une prudence extrême, avait eu ses sycophantes à dos, c'est-à-dire qu'effectivement, le mythe arien, pour utiliser un terme provocateur, mais qui en fait au XIXe siècle était parfaitement accepté, et sans même en Russie, et même en Russie, et surtout en Russie et en Ukraine, sans coloration idéologique évidemment qui est venue après, puisque la prise de monopole
par les Allemands du terme pour désigner eux comme seuls authentiques héritiers du peuple proto-indo-européen. Mais avant cette dérive-là, évidemment complètement absurde, il y avait donc cette idée de la parenté scythique, puisque je crois que par exemple Leibniz ou un certain nombre de savants avaient parlé de la théorie scythique, qui est devenue terme japhétide, indo-européenne et autres. Et je crois que l'élément clé. Et japhétique, c'est ça? Oui, scythique, c'est les Scythes, parce que l'idée que toutes les langues d'Europe venaient d'Ukraine. C'est déjà Leibniz. Leibniz, oui. Notamment Leibniz, voilà. Et puis ensuite, donc c'est japhétide, parce que l'idée de Japheth, ancêtre des Européens, etc. Donc il y a tous ces termes-là qui ont été employés. Et le problème, c'est que ça, évidemment, une fois que le mythe fondateur de l'Europe est attaqué dans ses racines par l'allusion aux pages les plus sombres de notre histoire et autre chose, forcément, on n'a plus de mythe fondateur de l'Europe. Donc l'Europe, en tant qu'unité, est niée. Et c'est la base de cette dominante europhobe qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, tiens, à ce propos, là, vous me faites penser avec la distinction scythique-avestique. Le premier texte du mouvement flamand a été rédigé par un certain Verlooy, qui se réclame de cette idéologie de Leibniz, plus un petit peu de Rousseau, pour créer un mythe républicain, et il deviendra le premier maire jacobin de Bruxelles. C'est amusant, évidemment. Oui, Donc, un théoricien de ce mythe scythique-japhétique va devenir le premier maire de Bruxelles sous le régime français, en se réclamant tout à fait des lumières, de la maçonnerie, etc. Non, mais il y en a d'autres exemples évidents. Et Ernest Renan, qui était quand même un indo-européaniste et que les souverainistes citent, à mon avis, à contresens. Il y a un poète, un écrivain historique comme Jules Michelet, qui ne cachait pas du tout les origines indo-européennes des Européens non plus, qui est le référent il y a plus. Alors, il y a évidemment toute la tradition de Boulainvilliers, de Hottmann au XVIe siècle, etc. Le télescopage du mythe germanique et du mythe celtique, et alors Charles de Gaulle, non pas le général de Gaulle et président de la République, mais son oncle décédé prématurément, et on lui a donné le prénom de Charles pour qu'on se souvienne de cet oncle, qui est le promoteur du grand mouvement celtique breton sur le continent, et celtisant en Grande-Bretagne. Oui, c'est un De Gaulle qu'on présente aussi comme anti-européen. À mon avis, c'est une grosse erreur complète. Alors malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission qui est extrêmement riche et et passionnante, comme toujours avec vous. Donc voilà, on est toujours pris à la gorge de Chronos, dévoreur qui nous dévore, littéralement en permanence. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi aussi, je vous remercie aussi de cette conversation des plus intéressantes. Voilà, donc j'espère que les auditeurs auront aimé aussi. Twitter dès demain. Oui. Etc. Donc écoutez, donc Robert Stockers, effectivement, est sur Twitter. Si vous avez des questions, chers auditeurs et auditrices, à lui poser, n'hésitez pas. Et donc, moi, toujours, @thferrier, FE2RIER. Vous pouvez me poser des questions. Je serai assez réactif. Peut-être pas ce soir même, mais très rapidement, en tout cas. Robert Stocker, l'article sur l'Islande est paru paraîtra demain matin. Ah voilà, oui, j'ai écrit un petit article sur les élections islandaises dont personne presque n'a parlé, mais qui était très instructif des évolutions politiques qui se passent sur d'autres continents. Mais évidemment, notre coopération continuera de manière très fructueuse. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Au revoir. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier, diffusé en direct mardi 7 novembre 2017 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 €.
Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.